Bonjour à tous. Bon, voilà, on n'est pas très nombreux, mais on va quand même commencer le TD dans la semaine Handy. Le TD Hada, donc, on va le faire en deux parties. Première partie, donc ça, on va revenir sur des exercices qu'on a fait la série 1. Puis après, la deuxième partie, on va entamer et commencer la série d'exercices numéro 2. Voilà. Alors, on va revenir au niveau. Voilà, donc on va commencer par l'exercice 1 qui donc se focalise sur la convention de signe, convention thermodynamique. S'il vous plaît, coupez les micros. Donc je disais, en fin de compte, l'exercice 1 se focalise sur donc, la convention de signe. Et là, cette année, on a choisi de travailler avec la convention anglo-saxonne. C'est-à-dire que la chaleur qui est donc reçue, elle est positive. Celle qui est fournie, elle est négative. Le travail reçu, il est négatif et le travail fourni est positif. Donc, si on prend le tableau numéro 1, ici, alors on vous demande de compléter le tableau en appliquant le premier principe de la thermodynamique pour un système fermé. Je rappelle ce que c'est qu'un système fermé. Donc, il n'y a aucun échange de matière, de masse entre le système et son environnement. Donc, si je prends la première ligne, vous avez delta U égale à 0. La chaleur, c'est moins 120 kJ, donc elle est fournie. Et puis le travail, c'est moins 120 kJ, donc il est reçu. Donc, si vous avez delta U égale à 0, or le premier principe vous dit que delta U, c'est Q moins W, donc Q égale à W. Donc, W égale à moins 120 kJ. D'accord? Donc, le travail, il est donc en rouge, donc c'est le résultat. Donc, il est reçu. Voilà. Maintenant, U2 et U1. U1, c'est tout simplement la valeur de l'énergie interne à l'état initial. U2, c'est la valeur de l'énergie interne à l'état final. Donc, delta U, donc la variation de l'énergie interne, c'est U final moins U initial, c'est-à-dire c'est U2 moins U1. Donc, si vous avez delta U égale à 0, forcément, U2 égale à U1. On vous donne le U2, donc U1 sont déduits et il est égal à 50 kJ. Voilà. Donc, là, il faut faire très attention aussi aux unités utilisées, faire la différence entre le joule et kilojoule. Si je prends la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la quantité de chaleur qui est 60 kJ, donc elle est reçue, le travail qui est 20 kJ, donc qui est fourni, et l'énergie interne à l'état final, donc U2, 70 kJ. On vous demande de calculer delta U et l'énergie interne à l'état initial. D'accord? Si vous appliquez le premier principe, delta U, c'est Q moins W. Donc, si je fais 60 moins 20, ça me donne delta U égale à 40. Et comme delta U, c'est U2 moins U1, donc pour avoir 40 kJ, alors que j'ai à l'état final 70, je soustrais 30. Donc 70 moins 30, ça fait 40. Enfin, la dernière ligne, c'est on vous donne la variation d'énergie interne qui est donc moins 20 kJ. Donc l'énergie interne a diminué pendant la transformation thermodynamique. Et on vous donne aussi le travail, donc qui est donc moins 50 kJ, donc il est reçu. Et l'énergie interne à l'état final U2, c'est 10 kJ. Alors, pour trouver la chaleur, donc on applique le premier principe pour un système fermé. Vous avez moins 20 égale à l'inconnu, donc Q, moins W, sachant que W est négatif. Donc, on obtient la chaleur qui est donc delta U plus W. Donc, c'est moins 20 moins 50, ça fait moins 70 kJ. Et on vous donne U2. Donc, U2 moins U1, c'est delta U. Donc, si U2, c'est 10 et delta U, c'est moins 20, donc U1 est égal à 30 kJ. Voilà. Donc, la question 1 vous permet de manipuler la convention de signe et utiliser aussi le premier principe de la thermodynamique appliqué à un système fermé. Maintenant, le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on revient un peu en arrière pour lire la question.
compléter le tableau suivant en indiquant le signe, est-ce qu'il est négatif ou la positif, sachant que la chaleur et le travail sont des valeurs algébriques, et vérifier si c'est conforme au premier principe de la thermodynamique. OK? Il y a deux questions. Alors, le système reçoit de la chaleur et cède du travail. Donc, s'il reçoit de la chaleur, elle accepte la convention anglo-saxonne. Donc, en fin de compte, le signe de la chaleur est positif. S'il cède du travail, c'est qu'il fournit du travail, le travail est positif. Maintenant, s'il cède la chaleur, donc il fournit de la chaleur, donc c'est négatif, pour Q, et s'il reçoit du travail, donc c'est négatif. Maintenant, si on fournit au système de la chaleur, ça veut dire que le système, il reçoit la chaleur, donc c'est positif. Si on fournit au système du travail, ça veut dire que le travail est reçu par le système, donc c'est négatif. Donc, il faut faire très attention à ça. D'accord? Donc, on fournit au système, ça ne veut pas dire que le système fournit. On fournit au système, donc le système, il reçoit. Alors, si on reçoit du système un travail, ça veut dire que le système a fourni du travail, donc c'est positif. Et si on reçoit du système de la chaleur, donc en fait, le système, il fournit de la chaleur, donc c'est négatif. Maintenant, si vous appliquez le premier principe de la thermodynamique, donc delta U, la variation d'énergie interne d'un système fermé, c'est Q moins W. Donc, vous avez, en respectant les signes, donc c'est plus 120 moins plus 35, ça fait 85. Donc, c'est OK, c'est conforme. Donc, ce résultat-là est juste. Maintenant, si vous prenez ici la deuxième ligne, donc Q, donc, est moins 120, et puis vous faites moins W. W, c'est moins 35. Donc, moins, ça fait plus 35. Donc, moins 120 plus 35, ça fait moins 85. Donc, c'est conforme. Maintenant, si vous faites ici la chaleur qui est positive, donc 120 plus 120, et le travail est négatif, donc 120 moins 35, ça veut dire 120 plus 35, ça fait 155. Donc le résultat qui a été avancé, moins 155, il est faux. D'accord? Donc, il est non conforme. Donc, si vous faites ici moins 120 moins 35, ça fait moins 155. Donc, le résultat qui a été avancé, qui est de 155, il est non conforme. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous demande vraiment de reprendre l'exercice, de masquer un peu les valeurs en rouge qui représentent le résultat et comment dirais-je, d'essayer de les retrouver et s'il y a des erreurs, de comprendre pourquoi l'erreur a été faite. D'accord? Comme ça, vous allez maîtriser la convention de signe. Et ce document-là, il a été remis par le chargé de cours. D'accord? Alors, on continue. Alors, on continue. Vous avez l'exercice 3 qui traite des systèmes fermés. Donc, vous avez un calorimètre, okay, donc qui mesure, comme son nom l'indique, qui mesure les calories, constitué d'un récipient fermé qui contient des produits chimiques et placé dans un bac d'eau, dans un réservoir d'eau. Et donc, la puissance fournie à l'agitateur utilisé pour mélanger l'eau est de 0,04 kW. Au cours d'une période de 20 minutes sur laquelle on va travailler, la chaleur cédée par la bombe est de 1200 kJ et la chaleur cédée par le bac d'eau au milieu ambiant est de 60 kJ. En supposant qu'il n'y a pas de d'évaporation de l'eau, déterminer l'augmentation de l'énergie interne de l'eau. D'accord? Vous avez le schéma ici, vous avez le calorimètre, donc la pompe, qui va donc fournir une quantité de chaleur, donc Q1, et vous avez au niveau de l'eau, d'accord, qui va entourer, donc vous avez ici le bac d'eau,
et on va fournir du travail donc, par l'intermédiaire d'un agitateur ici, donc avec une puissance de 40 watts, c'est ça? Voilà, donc 0,04 kW sur une période de 20 minutes. L'essai dure 20 minutes. L'eau va dégager une énergie de moins de 60 kJ. Et donc, voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est de déterminer la variation d'énergie interne de l'eau. Donc, votre système, ce qui est très, très important, c'est que le système thermodynamique, c'est l'eau. D'accord? Donc, et le milieu extérieur donc, est représenté ici par le calorimètre et puis l'environnement. Donc, on fixe le delta T à 20 minutes et on applique le premier principe de la thermodynamique pour un système fermé, qui est l'eau. Il n'y a pas d'échange de matière entre l'eau et l'environnement extérieur. L'eau subit une transformation, d'accord? Et on écrit que delta U, c'est Q moins W. Qu'est-ce que c'est Q? C'est la somme des chaleurs appliquées à l'eau. Alors, ça peut être donc des chaleurs reçues ou la fournie, d'accord? Et le travail, c'est quoi? Ce qu'on vous donne, ce n'est pas le travail. Donc, c'est le travail donc, qui est donc reçu ou fourni par l'eau. En fait, on vous donne la puissance mécanique. Et la relation entre le travail et la puissance mécanique, c'est le temps, c'est la durée. Donc, les watts, les joules, pour obtenir des joules, il faut avoir donc la puissance en watts multipliée fois l'intervalle de temps qui est en secondes. Et on vous donne la durée de l'essai qui est 20 minutes. C'est-à-dire au bout de 20 minutes, avec une puissance de 40 watts, vous allez obtenir le travail ici. D'accord? Donc là où il faut faire très attention, c'est le signe de la chaleur et du travail. C'est là où va intervenir la convention thermodynamique. Q1, c'est la chaleur qui est fournie par le calorimètre à l'eau. Donc l'eau va recevoir cette quantité de chaleur. Donc s'il la reçoit, c'est qu'elle est positive. C'est plus 1200. D'où l'importance du concept de système. Pour savoir qui reçoit et qui fournit. Vous avez 1200 kJ. Q2, c'est la chaleur qui est fournie par l'eau, donc elle est négative, donc c'est moins 60. Moins le travail. Le travail, on a dit que c'est la puissance fois la durée. Alors, les 20 minutes, on les convertit en secondes, donc c'est 20 fois 60 secondes, ça fait 1200 secondes. Et là, il faut faire très attention, le travail, il est reçu par l'eau, c'est-à-dire c'est le mélangeur qui va faire bouger l'eau, mettre l'eau en mouvement pour homogénéiser l'eau. Donc, si le travail est reçu par le système, par l'eau, donc il est négatif, donc c'est moins. D'accord? Donc, il faut faire attention au signe, c'est très important. Si vous faites une erreur pour le signe, vous allez avoir un résultat qui est faux. Donc, si vous faites l'opération 1200 moins 60, donc c'est 1140, moins 0,04 fois 1200, vous allez obtenir 1188 kJ. Il faut faire attention à l'unité. Vous manipulez des kilojoules pour la chaleur, donc pour le travail, il faut laisser kilowatts. Sinon, il faut tout transformer en joules et en watts. Voilà, donc 1188 kJ, donc la valeur elle est positive. Ça veut dire que l'énergie interne de mon système a augmenté. Donc, il a reçu plus de chaleur qu'il n'a cédé et puis il a aussi reçu du travail. OK, donc ça, on voit l'exemple où on manipule la convention de signe thermodynamique pour la chaleur et le travail, et on voit aussi l'application du premier principe de la thermodynamique pour un système fermé. Maintenant, on passe au système ouvert. C'est l'exercice 5. On vous donne donc un compresseur ici, centrifuge, une turbine à gaz qui reçoit de l'air atmosphérique ici, qui est à basse vitesse, qui a une pression de 0,1 mégapascal, donc c'est à peu près 1 bar, donc c'est exactement 1 bar, et il a une température de 300 Kelvin, 27 degrés. Il a une enthalpie spécifique H qui est donc minuscule, qui est de 300,19 kJ par kilogramme. Et puis à la sortie, vous avez de l'air à haute pression. C'est le rôle même du compresseur, c'est d'augmenter la pression du fluide. Donc, vous avez la pression de 0,4 mégapascal, donc c'est 4 bars. Donc, on passe de 1 bar à 4 bars. L'air va s'échauffer en étant comprimé, donc la température va passer à 480 Kelvin. Et son enthalpie spécifique est de 482,48 kJ par kilogramme. La vitesse à la sortie, c'est de 100 mètres par seconde.
la vitesse de l'air. Donc, le débit massique à l'entrée du compresseur est de 15 kg par seconde. D'accord? C'est la masse de l'air qui traverse le compresseur. Et puis, on vous demande de déterminer la puissance du compresseur. OK? Alors, le système, je l'ai simplifié avec une sorte de rectangle ici. Et je dis que c'est mon compresseur. Donc, il a une entrée, une sortie, ce qu'on appelle un écoulement unique, ce qu'on a vu la semaine dernière en présentiel. Donc, c'est un écoulement unique, entrée-sortie, ES. Et l'entrée, je l'appelle 1, la sortie, je l'appelle 2. Ça, c'est un système ouvert. Le système ouvert est appelé aussi volume de contrôle. OK? Bon, je vois juste l'heure. Voilà. Donc, ici, on applique le premier principe de la façon la plus générale. Donc, c'est la somme sur les entrées. Bon, on a juste une seule entrée. Donc, on va enlever le signe somme. Le débit massique à l'entrée fois les énergies en jeu. Donc, c'est HE plus les énergies cinétiques plus les énergies potentielles plus la chaleur. Pour être plus précis, comme il y a le point ici et le point ici, donc c'est la puissance thermique, donc c'est le flux de chaleur, est égal à la somme, donc la même quantité pour la sortie, plus la puissance mécanique. D'accord? On a une seule entrée, une seule sortie, et une particularité, c'est que le débit massique à l'entrée égale débit massique à la sortie, parce que la masse se conserve au régime permanent pour un système ouvert. D'accord? M1, le débit massique à l'entrée égale débit massique à la sortie, et c'est égal à 15 kg par seconde. C'est donné dans l'exercice. OK? OK. Bon, vous n'êtes pas très nombreux. Hein? Je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est un problème de connexion. C'est dommage. Hein? Bon. Alors, quand vous avez donc votre premier principe de la thermodynamique appliqué au système ouvert, c'est l'équivalent à le delta U égale à Q moins W pour le système fermé, vous simplifiez. Alors, comment on simplifie? Généralement, pour le compresseur, donc on néglige les énergies cinétiques à l'entrée plutôt, parce que, regardez bien, on vous dit que l'air est à basse vitesse. C'est-à-dire qu'à l'entrée du compresseur, l'air est à une vitesse qui est donc quasiment nulle. Soit on vous donne la vitesse et vous la prenez en compte, si on ne vous donne pas la valeur de la vitesse, vous la négligez, ce qui n'est pas le cas de la sortie. Hein. Voilà, donc la vitesse à l'entrée, elle est presque nulle, donc on néglige le terme de l'énergie cinétique. Les énergies potentielles sont négligées. Pourquoi? Parce que le delta Z ici, c'est-à-dire la différence de hauteur entre l'entrée et la sortie et tout au long du système, est très faible. Donc, si vous calculez l'énergie potentielle, vous allez la trouver très, très faible par rapport à l'enthalpie ici, par exemple. Donc, je néglige l'énergie potentielle GZE et GZS. Le transfert de chaleur, les pertes de chaleur entre le compresseur et son environnement, on peut les négliger puisqu'ils ne sont pas donnés. Généralement, la valeur thermale est faible. OK? Et donc, ça veut dire que, voilà, soit on vous donne le flux de chaleur, donc les pertes de chaleur, et vous les intégrez dans l'équation, sinon on les néglige, tout simplement. Et prenez la puissance mécanique, on ne peut pas négliger. D'ailleurs, c'est ça ce qui assure la compression de l'air. D'accord? Donc, si on simplifie, on applique toutes ces simplifications, ben, on va obtenir 1 point H1 égale à 1 point H2 plus V2 au carré sur 2 plus la puissance mécanique. Ce que je cherche, moi, c'est la puissance mécanique. Donc, c'est 1 point de H1 moins H2 moins V2 au carré sur 2. Et là, je fais l'application numérique tout en faisant très attention. Les H, soit je les convertis en joules par kilogramme, ou là, je convertis l'énergie cinétique en kilojoules par kilogramme. L'essentiel, c'est qu'il faut être homogène. Les enthalpies H, les enthalpies spécifiques, ou massiques, petit h, soient de même unité que la vitesse. D'accord? Le débit massique, c'est 15 kg par seconde. Les enthalpies, je les convertis en joules. Et la vitesse, c'est 100 mètres par seconde au carré divisé par 2. J'obtiens moins 2,81 MW. Alors,
À votre avis, est-ce que c'est logique de trouver une valeur négative du travail? Monsieur, Monsieur Belfaroul, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Belfaroul? Monsieur Belfaroul? Monsieur Kermiche? Mademoiselle Chaïd? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Apparemment, les autres, ils se sont connectés, ils sont partis, hein. Belek, ils ne veulent pas utiliser le micro. D'accord, ok. Donc, bah, qui s'exprime le volet à la discussion. اللي بيحب شي يهضر ولا par exemple, voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Soit vous intervenez sur le micro, ou là, vous intervenez sur l'onglet à la discussion. Il y a pas de souci. D'accord. D'accord. Mademoiselle Chaïd, donc, à votre avis, est-ce que c'est logique de trouver une valeur négative? Normalement, non. Pourquoi? Parce que travail, normalement, il est positif. Alors, attendez. Ntouma, le système TACOM, c'est quoi? Quel est le système? Système fermé. Non, non, c'est un système ouvert déjà. Regardez bien. Je reviens ici. Oui. Regardez. Un comme de l'air qui rentre, le volume de contrôle, le compresseur, et puis de l'air qui sort. Donc, il y a un échange de matière et de la masse qui rentre et qui sort. Donc, ce n'est pas un système fermé. Un système fermé, c'est un système où il n'y a aucun échange. C'est-à-dire que la masse elle est à l'intérieur et il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. D'accord? Donc, D'accord. le système est ouvert. Et le système, c'est quoi? C'est l'air qui est à l'intérieur du compresseur. Bon, l'air, qu'est-ce qui est? Il est comprimé. On est d'accord? C'est ça l'objectif d'un compresseur. C'est-à-dire que la pression va augmenter. Est-ce qu'il reçoit du travail de la part du compresseur ou est-ce qu'il fournit du travail? Si l'air est comprimé, Oui. donc je répète, hein, l'air il est à l'intérieur du compresseur. Ou le compresseur, il va comprimer l'air. C'est-à-dire il va augmenter sa pression. Ça veut dire que l'air, il va recevoir un travail de la part du compresseur. C'est un travail d'origine, par exemple, électrique. Donc, Donc, si c'est l'on logique, négatif, monsieur. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que s'il reçoit du travail, ça veut Oui, dire oui. que, à l'exception de la convention qu'on a choisie, c'est négatif. Lequel vous avez choisi la convention, la convention, le banquier, ou là, il compte positif. Donc, par exemple, si vous avez de l'eau qui est donc transportée par une pompe, là, l'eau, qui est le système, il reçoit du travail de la part de la pompe. Donc, là, le travail est toujours négatif. Tandis que la D'accord. turbine, oui, c'est la vapeur d'eau qui va faire tourner la turbine. Donc, c'est le système qui est la vapeur d'eau, va fournir du travail. Donc là, c'est positif. Donc, Oui. ce serait bien voilà, de les réviser et de voir, voilà, d'essayer, quand vous trouvez une valeur négative, ben, vous vous posez la question, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique, etc. D'une part, pour comprendre l'exercice, ou d'autre part aussi parce que ça va vous donner éventuellement une erreur de calcul, vous allez trouver ça. D'accord, monsieur, merci. De rien. Donc voilà, donc le travail reçu par le système, et le système c'est quoi? C'est l'air qui est comprimé. Maintenant, je termine la première partie avec des compléments, c'est-à-dire des compléments des exercices qu'on a fait en présentiel, donc jeudi les fêtes. Malheureusement, il y avait peu de personnes jeudi, quelques personnes. Euh, on m'avait dit que il y avait beaucoup d'absents parce qu'ils préparaient l'examen de rattrapage de mécanique des fluides.
Donc, ceux qui qui ne sont pas venus, je les invite vraiment à revoir donc les deux exercices 8 et 9. Je peux vous les scanner à l'occasion, vous remettre donc, tout à l'heure, Inch'Allah, la documentation. Alors, l'exercice 8, je rappelle, on utilise une machine cyclique, elle est là, machine cyclique, une machine thermique cyclique pour faire passer de la chaleur d'un réservoir à haute température, qui est donc TH, 1000 Kelvin, à un réservoir à basse température, qui est TL, à 400 Kelvin, et puis la machine, elle va fournir du travail, W. En utilisant l'inégalité de Clausius, déterminer si cette machine, elle est réversible, irréversible ou impossible. Est-ce qu'elle est possible ou impossible? Et si elle est possible, est-ce qu'elle est réversible ou irréversible? Donc, bon, je ne reviens pas sur l'exercice. Je vais juste rajouter des choses par rapport à ce qui a été dit l'exercice. Ce sont les énoncés du second principe. Qu'est-ce que c'est que le deuxième principe? Alors, le deuxième principe, il a la particularité d'avoir plusieurs variantes. Et là, on va citer juste deux variantes qui sont très importantes. La première variante, c'est l'énoncé original de Clausius, qui dit que un principe, il est postulé, c'est-à-dire il n'y a pas de démonstration, il y a juste le fait qu'il n'a jamais été contredit. Donc, il postule qu'il ne peut pas s'effectuer sans compensation de passage de chaleur d'un corps froid à un corps plus chaud. Donc, voilà, parce que tout simplement, si vous avez un corps chaud et un corps froid, la chaleur va passer du corps chaud vers le corps froid, ça, naturellement. Par contre, si vous voulez faire le contraire, comme des machines frigorifiques, le frigidaire, etc., le réfrigérateur, là, il vous faut une compensation. Qu'est-ce que c'est que la compensation? C'est le travail. C'est-à-dire le système va recevoir du travail pour refroidir votre réfrigérateur. Donc, d'où l'existence du compresseur pour les frigidaires. Donc, si vous enlevez le compresseur, vous ne pouvez pas produire du froid. D'accord? Donc, ça, c'est l'énoncé de Clausius. Maintenant, l'énoncé équivalent à celui-là, qui est celui de Lord Kelvin, donc il dit que à l'aide d'un système qui décrit un cycle, donc c'est un fonctionnement cyclique du système et qui n'est en contact qu'avec une seule source de chaleur, c'est-à-dire que là, par exemple, imaginez une machine qui est en contact avec une seule source, c'est-à-dire TH. Donc, il n'y a pas de TL. D'accord? Donc, il est impossible de recueillir du travail. Donc, on ne peut pas produire, parce qu'une machine thermique, elle va convertir la chaleur au travail. Par exemple, là, vous avez deux possibilités. Donc, soit la chaleur au travail ou l'inverse. Donc, une machine thermique, si vous la mettez en contact uniquement avec une seule source de chaleur, elle ne pourra jamais produire le travail pour faire tourner un moteur de voiture, éventuellement donc une centrale thermique, etc., etc. Il vous faut une autre source de chaleur pour dégager le delta entre le travail et QH. D'accord? Donc, à l'aide d'un système qui décrit un cycle, qui a un fonctionnement cyclique et qui n'est en contact qu'avec une source de chaleur, une seule, il est impossible de produire du travail. Voilà, ces deux énoncés sont équivalents et ils n'ont jamais été donc contredits. Donc, deux variantes du deuxième principe de la thermodynamique. Alors, dernière chose, c'est un rendement très important, c'est le rendement idéal de Carnot. Okay. Le rendement de Carnot, c'est le rendement maximum, c'est-à-dire on ne peut jamais l'atteindre. C'est un rendement idéal. La formule c'est bon, on le verra plus tard, peut-être la série sur les cycles. Donc, c'est 1 moins TL sur TH. Qu'est-ce que c'est que TL et TH? C'est la température de la source froide, TL, L pour l'eau en anglais. Et TH, c'est la température de la source chaude. Donc, c'est H pour high en anglais. D'accord? Donc, si vous faites le rendement de Carnot qui est 1 moins TL sur TH, et vous remplacez TL par 400 Kelvin, TH par 1000, il faut faire très attention. Il faut remplacer les températures en Kelvin et non pas en degrés Celsius.
Ça vous donne un rendement de 60%. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire que ce rendement-là, c'est le rendement parfait, idéal, qu'on ne pourra jamais atteindre. Voilà, donc il est impossible, non seulement c'est-à-dire on ne peut pas le dépasser, on peut jamais, pour cette configuration-là avec deux sources, une à 1000 Kelvin, une autre à 400 Kelvin, on ne pourra jamais dépasser le rendement de Carnot. On ne pourra jamais atteindre le rendement de Carnot. Et, on ne pourra jamais être égal au rendement de Carnot, et généralement, on est loin du rendement de Carnot. Okay? Mais l'avoir en ligne de mire permet un petit peu d'optimiser les systèmes et d'avoir une référence. Donc, 60%. Si je fais le rendement taille réel ici, qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, par définition, le rendement à la machine, c'est ce que je produis sur ce que je consomme. Ce que je produis, c'est le travail, donc qui est 200 kJ, et ce que je consomme, c'est la chaleur qui est 325 kJ. D'accord? Donc, ça, c'est l'effet utile sur ce qui est consommé. Je prends en valeur absolue, bien évidemment, parce que le rendement est positif. Donc, c'est 200 sur 325, je trouve 61 à 62%. Donc, la valeur réelle, elle est supérieure au rendement de Carnot qui est de 60%. Donc, cette machine-là, elle est impossible. Puisqu'on ne peut jamais dépasser le rendement de Carnot. Et ça rejoint le résultat qu'on a trouvé pour l'exercice 8 en appliquant l'inégalité de Clausius. On a trouvé que cette transformation ou cette machine, elle est impossible. C'est une autre confirmation. Alors, quels sont les principes de Carnot, de l'ingénieur Carnot? Il est impossible de réaliser une machine qui fonctionnerait entre deux réservoirs thermiques, donc TH et TL, et qui serait plus efficace qu'une machine réversible fonctionnant entre ces deux mêmes réservoirs. Ça veut dire, pour simplifier, on ne peut jamais avoir un cycle plus efficace que le cycle de Carnot. Pour TH fixé et TL fixé, bien sûr. Si vous changez TH et TL, le rendement de Carnot va changer. Donc, le rendement de Carnot va être le plus important lorsque cette quantité-là sera la plus faible. Donc, la temps TL sera le plus faible et TH le plus important. D'accord? Donc, dernière chose, c'est que toutes les machines qui décrivent un cycle de Carnot entre deux réservoirs thermiques donnés ont le même rendement. C'est-à-dire que si vous fixez TL et TH, quel que soit le cycle de Carnot que vous prenez, ben, il a le même rendement, tout simplement, parce que le rendement TH il ne dépend que de la température des températures des deux réservoirs. Okay? Le cycle de Carnot, c'est un cycle réversible. Et puis, on le verra plus en détail. J'imagine, je ne suis pas très sûr, peut-être qu'on le verra vers la fin du semestre avec le chapitre sur les cycles. OK. Maintenant, le complément de l'exercice 9. L'exercice, je vous rappelle que vous avez une turbine à vapeur d'eau. Vous avez les données à l'entrée, les données à la sortie. La turbine échange de la chaleur avec le milieu ambiant à 25 degrés. La puissance de la turbine, c'est 100 kW avec un débit massique de 0,3 kg par seconde. On vous a demandé, ça on l'a fait jeudi dernier, est-ce que l'évolution année, elle vérifie le deuxième principe? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est possible? Si elle ne le vérifie pas, ça veut dire que c'est une machine impossible. D'accord? Donc, juste un complément par rapport à cet exercice-là. On vous dit qu'une évolution peut se produire dans un sens et non dans n'importe quel sens. Le premier principe, il vous dit que l'énergie se conserve. Et le deuxième principe, il vous dit dans quel sens l'évolution elle est possible. Une évolution se produit dans le sens qui obéit au principe d'accroissement d'entropie. C'est-à-dire que l'entropie générée, qu'on a vu la semaine dernière, il faut qu'elle soit toujours positive ou nulle. Elle peut être nulle dans le cas d'une machine réversible, et sinon, dans le cas d'une machine irréversible, ce qui est le cas de toutes les transformations, elle est strictement positive. D'accord? Une évolution qui ne respecte pas le principe HANA, tout simplement, ne peut pas se manifester. Alors, ça c'est très important. Hein. Pour l'entropie générée, il suffit de réviser ce qu'on a fait jeudi dernier. Deuxième point, c'est que l'entropie n'est pas conservée. Contrairement à l'énergie, il n'y a pas de conservation, de principe de conservation de l'entropie. L'entropie ne peut être conservée que dans le cas idéal, tu as une évolution réversible.
D'accord? Et la plupart des évolutions sont irréversibles. Toutes les évolutions réelles sont irréversibles, parce qu'il y a toujours des pertes par frottement, par transfert de chaleur, etc., etc. Dans toutes les évolutions réelles, donc les évolutions irréversibles, l'entropie totale, c'est-à-dire du système et de son milieu extérieur, ne fait qu'augmenter. D'accord? Enfin, il nous reste deux choses, oui. Plutôt le point 3, le rendement de tous les systèmes va baisser, se détériorer en présence d'irréversibilité. La production d'entropie, la génération d'entropie, est une mesure quantitative, donc en termes de valeur, de la grandeur des irréversibilités qui interviennent durant une évolution. Donc, voilà, donc l'entropie mesure le degré d'irréversibilité. Enfin, l'entropie au sein d'un système générée donc par les effets d'irréversibilité. Vous avez des exemples, vous avez la force de frottement, le mélange de substances, la réaction chimique, la transmission de chaleur, détente libre, compression hors équilibre. Ce sont des exemples d'irréversibilité qui font que l'entropie globale ne fait qu'augmenter. Et là, enfin, je vous donne en fait comment dirais-je, l'écriture du second principe pour un système fermé, tout simplement parce que nous, on travaille sur un système ouvert. Voilà, donc on va faire une petite pause, le temps d'enregistrer donc la partie RD. On va se retrouver dans à peu près 5 minutes pour continuer le TD, Inch'Allah.